Je lance. Donc je déclare la séance ouverte. Je vais faire l'appel. Il y a Luc Clavier qui est entre Marseille et Rhône, donc j'espère qu'il ne va pas être trop bouchonné. Comme on dit, le vendredi soir c'est un peu compliqué, mais il est à mon tour. Aurélie, est-ce qu'elle va vendredi c'est vendredi. Ah non, c'est que mardi. Ça commence fort. Bon, je vais faire l'appel, ce sera plus facile. Donc Jean-François Corneau présent, Jacques Defray présent, Dominique Saldo présente, Etty, elle est là. Luc va arriver, donc pour l'instant il est absent. Marilyn présente. Michel Gatzot présent. Catherine Danesi présente. Simone Bastard présente. Dominique Toulon donne procuration à Michel Gatzot. Gérard Philly donne procuration à Valérie Laugier. Annie Griseimer donne procuration à Catherine Danesi. Pascal Herbelin me donne une procuration. Oui, c'est ça. Ensuite, Christophe Azena. Valérie Baragis. Charles. Présent. Il est là. Paul. Elle est là. Barbara donne procuration. Anna 2. On est bien d'accord. Éric Dary donne procuration à Jean-François Verrier. Présent. Jean-François Verrier, présent. Aurélie, est-ce qu'elle vient? Je sais pas, non, je crois pas. Elle n'a pas donné de procuration. Okay. Non, donc absente. Émilie. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Audrey Bizot donne procuration à Simone. Emmanuel. Oui. Il est là. Non. Nadia. Elle est là. Serge. Il est là. Elle est là. Alors je me suis trompé. Donc je me suis trompé. La procuration c'est pour de Pascal, c'est pour Jacques Defray. Et moi-même j'ai procuration pour Brigitte Dard. Voilà, dans le quorum minier. Alors, donc je vous propose de rentrer donc, dans la séance. Catherine, secrétaire de séance, merci par avance. Donc, je vous demande de vous prononcer sur l'approbation du procès verbal de la séance du 23 mai 2023. Y a-t-il des remarques? Sinon, passe au vote direct. Donc, qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Donc, les décisions. Donc, il y a la décision numéro 30, demande de subvention au département, dispositif aide au développement de la province numérique et territoire. La 31, donc on a modifié la 30, donc c'est la même chose. La 32, convention de partenariat avec le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône au titre du dispositif culture aux Provence-en-Seine. L'ensemble des décisions donc a été communiqué. Vous avez pu prendre connaissance de l'ordre du jour. Alors, c'est un peu particulier parce que nous avons été obligés de reprendre la délibération sur la N57 parce que la trésorerie, au dernier moment, ne nous l'avait pas précisé. On avait déjà voté la dernière fois cette modification en intégrant le CCAS. Et comme il y avait le CCAS, ils nous ont dit il faut la reprendre, mettre que la commune, et après on fera une délibération CCAS et tout ça. Donc je passe la parole à Catherine, prends le micro, Catherine. Je pense que ça peut aller vite puisqu'on a déjà débattu sur ça. Bonsoir. Donc, oui, effectivement, suite à la lettre d'observation de M. le sous-préfet, on est obligé de se repositionner sur le passage à la N57. On avait au précédent conseil évoqué que le CCAS était concerné aussi pour le passage à la N57, mais sans l'intégrer dans la délibération. On avait simplement parlé et ils ont estimé que ça pouvait porter à confusion. Bien évidemment, il est prévu au niveau du CCAS que nous le prévoyons au conseil d'administration. Voilà, donc en fait, il vous est demandé le report de la délibération 2023-21 du précédent conseil du 23 mai 2023 et d'approuver la nouvelle délibération portant l'adoption de la nomenclature budgétaire comptable M57 et d'autoriser également le changement de nomenclature budgétaire et comptable du budget principal de la commune avec une mise en application au 1er janvier 2024. De conserver un vote par nature avec référence fonctionnelle et d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Observation, passe au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie.
Donc, deuxième point, c'est comme l'autre fois également, l'apurement du compte. Donc, l'apurement du compte 1069 pour permettre le passage à la N57. Sur cette délibération, on nous demande de nous positionner par rapport au passage à la N57, nous sommes obligés d'épurer le compte 1069 qui avait été mis en place lors du précédent passage de la N11, N12 à la N14. Donc, pour permettre, dans la N57, ce compte 1069 n'existant plus, nous devons l'apurer. Donc on vous demande d'autoriser l'apurement du compte 1069 pour un montant de 115 076,81 € par l'émission d'un mandat d'ordre mixte au débit du compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé. Je précise que la dépense est prévue au budget primitif 2023, on l'avait abordé au moment du budget. Donc c'est bien dans le budget 2023. Donc on passe au vote. Juste une observation. Et l'excédent budgétaire, quelle va être sa valeur après cette apuration? Moi je vais répondre, c'est une modification comptable. Comme vous l'a dit la dernière fois Catherine, il va avoir des lignes qu'on ne va pas retrouver par rapport à l'ancienne nomenclature. Qui est excédent, qui est déficit, ça réapparaîtra sur une ligne. Mais on n'est pas dans le détail, il y a les formations en cours. Pour Hélène, on n'est pas... Voilà, je ne l'ai pas, mais on l'a au budget, voilà. Budget 2023. On le retrouvera. Mais c'est vrai que je n'ai pas repris le budget 2023, mais normalement, si vous reprenez le budget 2023, vous avez sur la ligne 1060... Oui, il y a cette voilà, il y a la somme qui apparaît. Donc le solde qui apparaît au budget 2023, c'est le solde après l'apurement de ce compte 1069. Et comme je vous l'ai déjà dit, pour compléter ce que Catherine a dit, la trésorerie d'aide vérifie tout. Hein. D'accord, là, cette semaine, ils ont fait reprendre une écriture de rien du tout à Hélène pour une commande à l'UGAP de matériel. Quoi, hein. Donc, ne vous inquiétez pas, tout est super contrôlé. Mais c'est pas plus mal, comme ça, on est transparent avec vous et avec la population, et il est compte, depuis 2014, je pense qu'il ne souffre d'aucun commentaire. Donc, d'accord pour cette délibération, tout le monde? Oui. Unanimité, je vous remercie. Voilà, merci Catherine. Donc, on va passer la parole à Marilyn. Prends le micro, Marilyn. Donc, il va vous faire un compte rendu du rapport d'activité dans un premier temps du fonctionnement multi-accueil et dans un deuxième temps Voilà, voilà, Marilyn. Bonsoir. Vu l'article L1411.3 du CGCT, vu l'article L3131.5 du Code communal des commandes publiques, vu la délibération 2021-40 du 23 juillet 2021 concernant le contrat de délégation de services publics concernant l'organisation, la gestion, l'animation des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires, considérant que la gestion du dit service public a été déléguée pour 5 ans par la commune à Famille Rurale Association de Rogne par un contrat d'affermage ayant pris effet le 1er août 2021, il est demandé à l'Assemblée de donner son avis sur le rapport ci annexé produit par Famille Rurale Association de Rogne dans le cadre de la délégation du service public relative à l'organisation, la gestion et l'animation des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires de la commune de Rogne au titre de l'exercice 2022. Je fais juste une remarque, elle a préféré commencer par la 4 au lieu de la 3. Je ne veux pas faire là. D'abord, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Oh, mon Dieu. Tu as une carton jaune modéré, ça va. Alors, non, continue celle-là, parce que tu as commencé. On inverse la présentation. Alors, de toute manière, oui. Pour juste dire 3 mots là sur le rapport 2022. Donc, en début d'année 2022, on était encore en protocole sanitaire avec non-brassage des enfants. Et puis, progressivement, Famille Rurale a pu retrouver sa vitesse de croisière avec des accueils normaux le matin, à midi, le soir, les mercredis et pendant les vacances scolaires. Et notamment, quelque chose de très important, la reprise des séjours d'hiver à la montagne, séjours de printemps et séjours d'été.
Donc finalement, le bénéfice a été très positif parce qu'il y a eu énormément d'inscrits, même une augmentation de fréquentation, avec un retour très positif des parents et un résultat financier positif. Voilà, je ne vous en dis pas plus si vous voulez aller voir les détails, tout est bien expliqué. Je veux simplement dire que ce matin, aujourd'hui, nous avons envoyé notre projet pour le PEDT, c'est-à-dire le projet d'éducation territoriale, dont le but est une harmonie entre le système scolaire, enfin les activités scolaires et les activités extrascolaires, et harmonie au niveau des projets, mais aussi au niveau des emplois du temps. Et donc l'idée, c'est que des enfants puissent bénéficier des activités de la MJC pendant le temps cantine, en sachant que la MJC est juste en dessous de l'école, et éventuellement de ces mêmes activités juste après la sortie de l'école. Voilà. Donc ça serait un grand progrès, ça permettrait... Il y a déjà l'atelier couture qui a été mis en place une fois par semaine, qui va passer à 2 fois par semaine. On aimerait que ça s'étende à d'autres activités. Donc voilà, donc c'est parti aujourd'hui. Je complète juste quelque chose pour votre information, il y a eu cet été des listes d'attente pour le centre. Oui, mais pour cette année 2023. Pour cette année, voilà. Comme tu as parlé, globalement. Oui, voilà. Je rajoute ça. Ouais. Ils sont déjà au parc des Galeries. Et oui. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Moi, je vous dis que nous sommes vraiment satisfaits de la prise en charge par l'AFR, Famille Rurale. Nous avons un suivi régulier donc, avec M. Roustan concernant la délégation que nous avons nommée, et ça se passe très bien. Il n'y a pratiquement aucune réclamation par an, même dans cette partie-là qui ne concerne pas la mairie en direct. Oui, mais donc, voilà. Il y a une excellente collaboration entre, c'est Aude Nectou, la directrice, entre Aude Nectou, Madame Stepka, la directrice de l'école, et la mairie. On a des réunions régulières pour tous les problèmes, ou pas les problèmes, justement, les projets, et ça se passe toujours très bien. Voilà. Ok. Donc là, c'est pas un vote, vous prenez acte du rapport d'activité présenté par Marie-Bine, donc le rapport sur Famille Rurale. Y a-t-il... voilà, il n'y a pas d'observation. Hein. Je pense que c'est du classique. Je vous remercie. Donc tu reviens au point 3. Je suis désolée. Mais c'est C'est pas vrai grave. que dans l'ordre, c'est plutôt Personne la s'en page. était rendu compte. Ah oui. Mais ils ont été gentils, on t'a vu. Ah, bon. Alors là, on est vraiment dans la note de synthèse numéro 3, donc c'est le rapport d'activité 2022 pour la délégation de services publics pour la gestion et le fonctionnement du multi-accueil de la commune de Reuil. En réalité, la crèche, hein, voilà. Vu l'article L 1411-3 du CGCT, vu l'article L 331-5 du Code de la commande publique, vu la délibération 2021-41 en date du 23 juillet 2021, portant approbation du contrat de délégation de services publics concernant la gestion et le fonctionnement du multi-accueil de la commune de Reuil, considérant que la gestion du dit service public a été déléguée pour 5 ans par la commune à l'association IFAC par un contrat d'affermage ayant pris effet le 1er septembre 2021 jusqu'au 31 août 2026. Donc il est donc demandé à l'Assemblée de donner son avis sur le rapport 2022 annexé produit par l'association IFAC. Donc on a un rapport, on va dire un rapport moral, un rapport d'activité qui est très complet, très détaillé. Je vous invite à le lire si vous êtes intéressé, vous voyez un petit peu tout ce qui est fait, toutes les améliorations par rapport à avant sur la prise en charge des enfants. Et alors, ce que je peux dire, c'est qu'on a donc changé de directrice, puisque Madame Akpa a donc fait valoir ses droits à la retraite. Et depuis, alors c'est pas vieux, c'est le 1er novembre 2022, nous avons Pascal Magdinier qui a pris le relais. Mais en fait, elle était déjà là depuis plus de 6 mois, donc elles ont pu travailler ensemble, Madame Akpa et Madame Magdinier, ce qui fait que le relais s'est fait très en douceur. Alors, bon, on est toujours dans la méthode Pickler-Loxy qui favorise donc l'autonomie et des enfants, mais aussi leur individualisation. C'est-à-dire que c'est toujours la même personne
dans la mesure du possible, bien sûr, qui s'occupe de l'enfant tout au long de la journée, avec des repères aussi dans le temps. Les repas se font toujours dans le même ordre, etc. Bon, ça, en fait, c'est continué. C'est cette méthode-là qui est continuée, avec peut-être un peu plus d'ouverture sur l'extérieur depuis que la nouvelle directrice est là. On a un peu éclairci les espaces, c'est-à-dire qu'il y a... voilà, il y avait un peu des obstacles dans chaque... là, ça a été enlevé pour que les enfants puissent circuler plus facilement. Il y a une ouverture culturelle avec plusieurs animations, donc une participation avec la médiathèque qui est en train de se mettre en place, où en fait c'est la médiathèque qui viendra à la crèche, la ludothèque, des marionnettes, des intervenants. Il y a eu une sortie au zoo, là, cette année, au mois de juin. Donc il y a une ouverture plus importante, culturelle et d'animation. Et le dernier point, alors là qui est tout nouveau, là par contre, c'est Pascal Magdinier veut faire une crèche verte. Donc très soucieuse de l'écologie et du développement durable de la crèche et de son empreinte carbone. Donc là déjà, il va y avoir un tri sélectif qui va être mis en place dans toutes les sections, avec l'apprentissage pour les enfants et pour les parents. Bon. Une économie circulaire aussi avec les remises, enfin les jeux qui tournent et qui sont remis en état. Diminution de l'utilisation du coton, aucune utilisation de lingettes jetables. Et donc, tout ceci pour dire qu'ils vont commencer à éduquer les enfants et la famille, voilà, là, tout de suite, à la rentrée. Voilà. Donc, si vous voulez aller voir là je vous ai résumé, hein, parce que c'est plus détaillé, c'est un joli projet et je pense qu'il y a le dynamisme pour le mettre en œuvre. Une chose aussi très positive, alors ils sont à un taux d'occupation qu'on ne peut pas faire tous, parce qu'en fait c'est un peu à la carte pour les enfants, il y en a un jour, il y en a 2 jours, enfin bon, dès qu'il y en a une absence d'un enfant pour des causes de maladie, ils en prennent en occasionnel, donc la crèche est vraiment remplie au maximum, hein. Vraiment ils optimisent le mieux. Et au niveau du personnel, même s'il y a des arrêts de maladie comme partout, parce que bon, bah, c'est un métier qui est un petit peu dur, il y a eu aussi toute la période de pandémie, il y a une stabilité du personnel, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez des gens qui sont là depuis 20 ans et c'est toujours les mêmes. Il n'y a pas, c'est pas un défilé de personnel nouveau tout le temps. Voilà. Alors moi je complète ce que Marie-Line nous a dit. L'année dernière, à la même époque, on avait une problématique de liste d'attente de 8 ou 9 enfants. Cette année, apparemment, ils ont vraiment fait une organisation au top. Et aux dernières nouvelles qu'on m'avait dit, il y avait peut-être 1, 2, 3 familles qui attendaient un petit peu. Hein, voilà. Donc il y a, vraiment, ils sont dans leur métier. Pareil, je n'ai pas de réclamation cette année qui nous sont remontées en mairie. Et la communication avec Marie-Line, elle est parfaite parce qu'on est au courant de tout. Il y a juste eu un point d'amélioration, il y avait peut-être un peu des travaux à faire, ils avaient oublié de nous le dire, donc on n'était pas forcément au courant qu'il y avait des petits trucs qui n'allaient pas. Donc on a remis ça dans l'ordre, et comme pour les écoles maternelles et primaires, tous les mercredis on pourra intervenir par Gilles dans un premier temps et voir des trucs un peu plus conséquents avec Michel Gaxot pour la future rentrée. Voilà. Donc le choix que la commune a fait sur l'IFAC, pour l'instant, bravo, je dirais. Voilà, s'il n'y a pas d'observation, donc on vous demande... Vas-y Emmanuel. Est-ce qu'il y a une prospective existante sur les demandes en augmentation éventuelle pour l'année prochaine ou les prochaines années sur la commune par rapport à la crèche? Vas-y, c'est toi. Donc en fait, j'ai déposé un dossier à la CAF quand on a eu cette liste d'attente l'année dernière, qui était quand même importante. Alors on m'a bien dit que, en fait, nous, on avait une liste d'attente de 10 ou 12 enfants, donc on m'a bien fait comprendre que j'étais qu'une petite joueuse, hein, par rapport aux 50 enfants sur les listes d'attente des autres communes. Problème national. Voilà, problème national. Donc la crèche de Rogne, donc pour la CAF, on a la crèche qu'on doit avoir. Il n'y aura pas d'autres crèches construites, il n'y aura pas de... Voilà. Par contre,
Nous, ce qu'on pourrait peut-être souhaiter, c'est un agrandissement de crèche. Alors, ça serait un agrandissement peut-être de 4 lits au maximum, mais ce qui permettrait de ne pas avoir à reconstruire toutes les pièces, la technicité, quoi. Enfin, voilà. Le problème, c'est que nous sommes dans une zone de ruissellement et que donc on ne peut pas prétendre à une augmentation, à un agrandissement de la crèche, puisque nous sommes en zone de ruissellement. Par contre, moi, ils ont gardé mon dossier en me disant si vous pouvez vous faire reclasser, que vous ne soyez plus en zone de ruissellement, avec les travaux, là, le parking, puis d'ailleurs la cour d'école aussi, puisqu'on va enlever le béton, enfin on va débétoniser une grosse partie. Peut-être que si on reclasse, si on est reclassé, à ce moment-là, on aurait la permission d'agrandissement, avec des subventions de la CAF, mais c'est aussi sous condition de remettre la crèche à toutes les mesures de sécurité, toutes les normes actuelles, qui sont différentes des normes quand elle a été construite. Okay. En tout cas, le dossier, il était à la CAF. Donc, pour compléter ta question, Emmanuel, bon, on est encore un peu surpris de l'évolution du nombre d'enfants, puisque nous constatons cette année une baisse au niveau de l'élémentaire environ entre 20 et 30 gamins de moins. Donc ça veut dire qu'ils auront des classes souples entre 24 et 26 élèves au lieu d'avoir les 29-30 comme ils ont eu. Et on a la même signification, la même évolution pour la maternelle, mais les chiffres ne sont pas encore définitifs. Là aussi, il y aurait une petite baisse. Non, il y a le même nombre. Ah, il y a le même nombre finalement. Même un voilà. élève de plus. Là. Eh bien, parfait. Regardez, Donc ça évolue parce que les gens, bon, il y a des nouveaux arrivants, tout ça. Bien entendu, dans les années à venir, il faudra mesurer l'impact des 3 recours, des bâtiments qui vont se faire, et également les nouveaux bâtiments. Voilà. Donc, je dirais, comme Marilyn a dit, que pour la rentrée cette année, la rentrée 2024, on est à peu près tranquille, mais bien entendu, il va falloir regarder de près l'évolution de la population. Je ferme la parenthèse qui n'avait rien à voir avec ce qu'on vous a dit aujourd'hui. Donc, si vous en êtes d'accord, on a pris acte du dossier et on félicite l'IFAP aussi. Juste une remarque. Sur le rapport. Le rapport financier, on peut en parler ou... Le rapport financier, ils ont effectivement là un déficit, mais structurel, qui ne les étonne pas non plus. Apparemment, c'est 36 000 euros. Oui. C'est un problème de cahier des charges. Pas uniquement. Pas uniquement, ils ont d'autres structures, Jean-François, c'est un groupe général. Donc pas ils peuvent uniquement avoir... un problème de cahier des charges. Mais comment ils vont régler ce problème? Ils sont en train de dire, on essaie de voir comment régler ça avec la commune. Non, mais il n'y a pas... Sur le rapport financier, il est bien dit, effectivement, il y a un problème de cahier des charges, mais sauf qu'ils n'avaient pas regardé le bilan financier de la crèche d'avant. Parce que nous, on avait fait une remarque passé un moment. Je sais, oui, je suis au courant, oui. Sur le tarif. Oui. Donc, est-ce que vous aviez dit... On applique ce qu'on a mis en place. Mais vous aviez dit que vous feriez un avenant justement pour pallier au problème. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'avenant signé, Régina. Non, pour l'instant, on est dans les conditions initiales. On le suivra, ne t'inquiète pas, parce qu'ils reviendront vers nous. On a l'augmentation des tarifs. Voilà. Ok, donc on passe. Merci Marilyn pour cette présentation et ton investissement dans ton domaine de délégation. Alors, on continue. On continue par également une mise en place de convention qui a été proposée par l'Union des maires en échange avec le parquet. On a eu plusieurs réunions d'information. Et ils nous ont proposé donc de signer un protocole d'échange d'informations entre le parquet et la commune de Rhône. Donc vous avez pu prendre connaissance du... On va avoir une première réunion pour savoir un petit peu comment ça va se passer dans la pratique, mais il y aura surtout un lien direct entre le maire et le parquet s'il s'avère qu'il y a une opération un peu compliquée à gérer sur la commune. Aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire en plus, c'est tout nouveau, on va avoir des spécificités bien précises, mais je pense que, vu ce qui se passe aujourd'hui, c'est dans l'air du temps, et bien entendu, moi, quand on m'a proposé de signer une convention avec le parquet, j'ai dit oui tout de suite. Voilà la chose. Donc je ne vous relis pas, si vous voulez, toutes les circulaires de 2019, de 2020, etc.
Donc, je vous propose d'approuver le projet de protocole d'échange d'informations entre la commune et le parquet, annexé à la présente note, et d'autoriser M. le maire à signer la convention portant protocole d'échange d'informations. Y a-t-il des observations? Emmanuel. Oui, une question simplement. Il est noté, l'article 3. Seul le maire ou son adjoint délégué à la sécurité en son nom, etc. Alors, est-ce qu'il y a un adjoint délégué à la sécurité Alors, Emmanuel, normalement, c'est la sécurité, ça dépend. Et c'est là qu'il faut qu'on ait des précisions par le parquet. Parce que Jacques est avec moi sur la partie, si tu veux, sécurité de tous les jours avec la police municipale, et Catherine est sur la partie PCS, en cas de crise. Ouais. Donc il faudra que je définisse qui je dois mettre en premier, et je te le dirai quand on aura respecté ce qu'il nous demande. Voilà. Et ta question était pertinente. Donc, on passe au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Michel, tu nous parles de la redevance d'occupation temporaire. Tu l'as sous les yeux ou je te la passe? Je l'ai sous les yeux. Ah ben vas-y, attends. Allez, applique-le. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 2224-37 modifié par ordonnance numéro 2021-237 du 3 mars 2021, article 34, vu le Code de l'énergie, notamment l'article L 353-5, vu le Code des transports et notamment son article L 1231-1, considérant qu'en 2016, l'installation de bornes de recharge électrique à destination des administrés avait fait l'objet d'un transfert de la compétence à infrastructure de charge nécessaire à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables au SMED 13, considérant que le développement du secteur privé en la matière a permis à la métropole de lancer un appel à manifestation d'intérêt, que les opérateurs installant des bornes de recharge gratuitement et recevront les recettes liées aux abonnements achetés par les particuliers, considérant que dans ce cadre, la commune doit créer une redevance d'occupation temporaire du domaine public pour l'implantation des IRVE à destination des opérateurs, il est proposé au conseil municipal de créer une redevance annuelle de 100 € par infrastructure, comme conseillé par la métropole. Le conseil municipal doit approuver la création de cette redevance et fixer son montant annuel à 100 € par IRVE. Est-ce que tu peux préciser, Michel, la visite que tu as eue? On a eu la visite de la métropole de Mme Couespel et de M. Palmino. Voilà, bon. Qui nous ont donné quelques renseignements sur l'utilisation des bornes au parking central. Donc sur la borne de 7 kW, ils ont eu 5200 € de rentrée pour 268 raccordements. Et pour les bornes à 2 kW, 6647 € pour 292 raccordements. Alors ça c'est le premier point, c'est le constat des bornes sur le parking. Par contre, après, vous avez regardé où vous pouvez en mettre d'autres. On nous a rencontrés pour voir où on pourrait, donc les opérateurs, les personnes, les opérateurs intéressés. Il y a Engie, Easyvia qui est EDF et Total Énergie. Donc on a vu avec la métropole pour l'implantation d'une borne au parking de la Fanée, une borne avec deux raccords, une borne au parking de covoiturage, le parking Saint-Denis, et éventuellement une borne au parking de la mairie. Donc la métropole va étudier ça, va proposer ça et va revenir vers aux trois entreprises et puis va revenir vers nous. Ok, y a-t-il des observations? Merci Michel. Pas d'observation, on passe au vote. Qui est pour? Ah, celle-ci. Attends, est-ce qu'il y a une redevance qui est perçue par la mairie ou pas? Les 100 € par place. Ce qu'on ça sort. Voilà. Et cette redevance, elle sera appliquée sur les bornes existantes. Existantes oui, et à venir aussi. Il y en a de nouvelles après. Ok. Voilà. Donc, ok, unanimité? Oui. Je vous remercie. Alors, où on en est là? C'est à Jacques. Voilà. Je vais essayer de m'accomplir. Enfin, je vais vous parler de modification du tableau des emplois, puisqu'on a eu un certain nombre de mouvements depuis le début de l'année.
Le Code général des collectivités territoriales, vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 34, Monsieur le maire précise qu'il convient de modifier le tableau des emplois suite au mouvement de personnel intervenu depuis le début de l'année. Ce que je vous propose, c'est peut-être de vous faire abstraction des différents tableaux et des différentes évolutions dans les tableaux qui sont assez indigestes, mais par contre de vous citer chacun des mouvements de différentes natures. Donc on a eu depuis le début de l'année 3 départs à la retraite. Donc Marilyn a spécifié tout à l'heure le départ de Madame Akpa, donc ex-directrice de la crèche. Nous avons eu aussi le départ de Madame Hélène Zarat, donc, qui était en charge de la bibliothèque et médiathèque, et de Monsieur Le Sueur au service technique. Nous avons eu également 2 mutations à leur demande en termes de mobilité vers d'autres communes. Donc la première concerne donc notre DST ou ex-DST, Madame Lynn Caïd Bravo, et notre agent de police municipale, Madame Céline Paillet. Je précise d'ailleurs que le départ de Madame Paillet interviendra à la fin de ce mois. Nous avons également un changement de passage de la filière culturelle à la filière administrative. C'est donc Dominique Libagno qui est en charge aujourd'hui du service communication. Et puis pour information, nous avons eu une stagiarisation et 2 titularisations. Au niveau de la filière culturelle, une stagiarisation d'un adjoint du patrimoine à la médiathèque, il s'agit de Madame Carola Costa, et une titularisation d'un adjoint du patrimoine à la médiathèque, en remplacement donc de Madame Zarat, Madame Véronique Jaskarzek. Et puis une titularisation d'un adjoint administratif au CCAS, M. Djamel Namouri, en tant que coordinateur des actions et missions du CCAS. Voilà les différents mouvements depuis le début de l'année en cours. Observation. Alors, oui. Donc, est-ce que Madame Bravo sera remplacée? Oui, vous avez déjà envisagé quelqu'un? C'est un poste important. Nous sommes en phase de recrutement. Nous avons déjà rencontré un certain nombre de candidats. Nous avons d'autres à rencontrer dans les jours qui viennent. Et bien évidemment, elle sera remplacée. Et pour la policier municipale, alors c'était Céline, je pense. Céline. Alors, a priori, on a pris la décision de ne pas la remplacer d'ici la fin de l'exercice en cours. On reverra le sujet en 2024. À la demande de Patrice, qui considère que 3 policiers municipaux sur la commune sont suffisants aujourd'hui. Bon, on va être transparent complètement. Ça va nous faire une économie sur les charges de personnel cette année. Et l'année prochaine, on verra en fonction de l'évolution des incivilités dont on parle régulièrement. Voilà ce que nous faisons à l'instant où nous parlons. Jean-François. Pour la DST, enfin pour le poste de DST, en interne, il n'y a personne qui a... Non. Bien évidemment, je pense que vous avez regardé. Beaucoup d'entités, notre volonté, c'est d'essayer de promouvoir en interne. A priori, le seul qui pourrait éventuellement plus ou moins embrasser donc, ces compétences, l'ensemble des compétences, c'est Stéphane Emma. Il n'a pas voulu. Mais Stéphane Emma n'a pas souhaité. Et deuxièmement, il a, pour l'instant, ça aurait pu être comblé, des compétences qui sont relativement limitées à la gestion des appels d'offres, etc. Donc, c'est pas senti. Voilà, c'est pas senti. Donc c'est dommage. Voilà, oui. Il n'a pas les capacités, il le reconnaît, c'est bien. Oui. Mais par contre, dans son poste d'adjoint, il est parfait. Voilà, oui. Il est présent, vous le savez. Merci Jacques. Donc, des observations, on passe au vote, qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Bon, eh bien c'était pas mal. Dans un climat tranquille. Donc je fais juste une anecdote, je vais le faire tranquillement. Donc Rogny Ensemble a battu le record de l'envoi des questions. À 22h31. J'aurais pu ne pas les mettre dans le conseil d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Mais compte tenu que nous démarrons dans une bonne ambiance, qu'on donne des informations aux administrés qui nous regardent, je répondrai à vos questions. Voilà, alors les premières qu'on a reçues, c'est la liste unie pour Rogny. Donc si Jean-François, tu peux lire les questions? On fait une chacun, peut-être. Non, de quoi? On commence, prends le micro. Prends le micro.
Donc la première question, pouvez-vous nous communiquer la lettre de Monsieur le Préfet adressée à la commune le 6 avril 2023 au sujet du contrat de mixité sociale? Ok, donc ce que je vous propose, c'est que j'ai surligné des points importants, j'en ai déjà parlé, hein, bien entendu. Donc c'est une lettre qui a été écrite le 6 avril, que nous avons reçue le 20 avril. L'objet, c'est élaboration d'un contrat de mixité sociale dans le cadre de la mise en œuvre de la loi 3DS. Et il fait référence à un premier courrier, puisque j'avais répondu favorablement à la perspective du contrat de mixité sociale. Donc il rappelle la loi du 21 février, il précise que le contrat de mixité sociale que je vous présentais succinctement dans mon courrier du 16 janvier dernier, et pour lequel je vous invitais à me faire part de votre possible intérêt, en est un élément clé pour renforcer la pleine adaptation de ce dispositif au territoire. À ce titre, j'ai bien pris note de votre souhait de vous inscrire dans une démarche d'élaboration d'un CMS, et je vous en remercie. C'est ce que je vous ai dit, que je signerai un CMS. Donc ensuite, il reprécise que l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont vous dépendez, c'est-à-dire la métropole, à la différence des contrats mixité sociale avant, ils seront intégrés dans la signature de ce contrat. Ce sera un signataire obligatoire du contrat de mixité sociale, la métropole. Il est donc indispensable qu'ils prennent une partie active à l'élaboration à vos côtés de ce projet, adapté au territoire de votre commune et aux ambitions que vous souhaitez lui donner dans l'esprit d'un guide donné par le ministère délégué à la ville et du logement. Ensuite, un peu plus loin, il me paraît opportun que les premiers échanges sur un tel CMS puissent intervenir à compter du second semestre 2023 avec la métropole. Avec un travail régulier avec la métropole, donc à partir de septembre pour le CMS. Ensuite, la conclusion. Je vous rappelle, enfin, que si un CMS peut, par dérogation, permettre d'ajuster à la hausse ou à la baisse les objectifs réglementaires de logements sociaux à construire sur le territoire d'une commune, je ne pourrais envisager de le signer qu'à la condition de présenter des projets réalistes et avec une ambition affichée permettant de respecter à minima le seuil plancher de 25% du nombre de LS manquants dans le parc des résidences principales de la commune, etc. etc. Voilà, donc je vous lis officiellement la lettre et ça confirme tous mes propos que je vous ai dit. Donc je te laisse passer à la deuxième question. Merci. Je la simplifie parce que sinon ça fait trop long, si en plus il y en a d'autres. L'idée de la deuxième question, c'est de savoir pourquoi au budget on avait prévu 110 000 € pour la pénalité SRU et qu'en fin de compte elle serait de 170 000 €. Qu'est-ce que c'est, enfin, quelles sont les raisons qui ont été données par le préfet pour majorer cette pénalité de manière conséquente? Alors je répondrai à la deuxième partie de la question et Catherine va te préciser les informations que nous avons reçues. Oui, donc en fait au budget effectivement il était prévu 110 000 €, on n'avait pas, c'était un montant qui avait été estimé, et par courrier on a eu une estimation, puisque pour l'instant ce n'est pas encore déterminé, hein, rien n'est validé, par courrier en date du 11 mai, on estimait ce montant à 114 092 €. Voilà, donc on nous a avisé qu'on aurait un montant de 114 000. Après, donc, ce qui s'est passé, malgré le fait que j'ai dit que je voulais signer un contrat de mixité sociale, et personne présente ce jour-là, j'étais avec lui, nous ont fait comprendre qu'ils appliqueraient une majoration de la pénalité existante en requalifiant, en remettant des formules, etc., etc. Et je vous en reparlerai tout à l'heure parce qu'on a reçu la ministre des collectivités et vous verrez, on a remonté le problème. Donc, je vous ai dit que compte tenu des éléments qui m'avaient été communiqués, je crains que les 110 000 passent à 170 000, 180 000. Je vous rappelle que jusqu'à présent, la commune de Roche, de par l'engagement du maire et du conseil municipal, ayant réalisé ce qui était prévu d'un ancien contrat de mixité sociale, n'a eu qu'une pénalité de 10% supplémentaire à la pénalité de base.
Là, ça voudrait dire qu'on a une pénalité de 50%. Il y a des communes qui ont eu des pénalités de 100%. Hein. Je vous ai souvent pris l'exemple de Gémeaux, voilà, entre autres, et de Aiguille, etc. Voilà, donc l'explication, tu l'as, Jean-François. Troisième question. Ils n'ont pas donné des raisons concrètes de cette augmentation parce que non, parce qu'on ne les a pas encore. Parce qu'ils veulent faire rentrer de l'argent, c'est tout. Ils ne sont pas dupes, il faut les payer. Tout non, mais il y a passé. forcément une justification à une augmentation de pareil. Enfin, on ne peut pas te dire on veut faire rentrer de l'argent. Mais oui, je n'ai pas d'explication précise aujourd'hui. D'accord, ouais, c'est voilà. Bon, en espérant. Et on va contester les sommes quand on les aura. D'accord. Troisième question. Alors, oui, c'est au sujet de la lagune. On vous avait interpellé à ce sujet suite à un rapport qui montrait que la lagune était défaillante sous plusieurs aspects. Donc on voulait savoir si vous pouviez contacter la métropole de manière urgente pour leur demander de faire les réparations parce que suite aux orages, ça a été une véritable catastrophe. Alors, comme je pensais vous l'avoir déjà dit, on a reçu la métropole le 27 avril. Je vous ai listé au dernier conseil tout l'engagement et les différentes rues en termes d'assainissement que la métropole allait prendre en compte. Bien entendu, nous avons reparlé de la lagune. Ils nous ont dit, Michel Présent, Jacques Présent, que effectivement ce dossier n'avait pas été mis en priorité, mais que dans le courant de l'année 2023, ils reviendront vers nous sur ce qu'ils vont faire. Donc ça a déjà été remonté. Hein. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, quatrième question. Alors, au sujet du parc urbain, quel est son coût total en incluant donc les travaux de terrasse, enfin pas de terrassement, les travaux d'éclairage public et aussi les travaux de voirie et tout autre travaux de fonctionnement que vous auriez prévus? Mais au moment où on parle, toutes les factures n'ont pas été payées parce que le projet n'est pas terminé et tu auras communication et les sommes seront inscrites dans le budget sur les trois domaines, c'est-à-dire ce qu'on avait prévu au départ, après les rajouts de lampadaires, etc. etc. Donc, bien entendu, on sera complètement transparent et la trésorerie nous demandera d'être transparent. Donc, le chiffre, je te le communiquerai quand il sera définitif. D'accord. Cinquième question. Alors, serait-il possible d'avoir l'historique des relevés piézométriques du forage de Saint-Denis? Eh bien là, comme j'ai déjà répondu à travers des Facebook, le 27 avril, j'ai demandé à la métropole qu'ils nous fasse un point sur notre eau et la qualité de l'eau. Je vous ai donné les chiffres, elle est bonne. Et surtout la profondeur, etc. Donc je l'ai fait le 27 avril et je l'ai fait aussi aux techniciens quand ils ont changé la pompe par sécurité, qui a noté d'en parler à son responsable pour revenir vers moi. Voilà. Donc ça a été déjà demandé. Mais ce qui est important, c'est la piézométrie. La piézométrie, excusez-moi, je ne suis pas allé dans le dictionnaire, je ne sais pas ce que c'est. Non, mais c'est les relevés de niveau de nappe. Voilà, je sais pas. Mais tout ça a été demandé. Et j'ai communiqué là-dessus. Il y a de l'eau. Voilà. C'était avant la grosse pluie des 100 mm. D'accord. Alors, sixième question, c'est par rapport à l'avenue de Lambesc, suite aux différents incidents qu'il y a pu avoir, des accidents même. Donc, on demande à savoir s'il serait possible de créer une zone de rencontre sur toute cette avenue, puisque c'est vraiment la vitesse qui pose vraiment des problèmes sur cette avenue. Donc, réduire la vitesse entre 20 et 30 km/h et rendre la priorité aux piétons et aux vélos, parce que passer dans le virage en vélo aux heures de pointe, c'est vraiment très risqué. Et de savoir si jamais on pouvait interdire la traversée du village par les camions de gros tonnage, quoi, et de faire comme dans toutes les autres communes alentours, qui les limitent à 5 tonnes 5 pour la plupart. Alors, je reprécise que l'avenue de Lambec sera reprise certainement plutôt au premier trimestre 2024, en relation avec le département et la métropole, puisqu'ils vont intervenir sur leurs compétences. Aujourd'hui, nos zones de rencontre, comme il y a à la rue Fontvieille, il y a une zone de rencontre sur l'avenue de Lambec, on ne pourra pas la faire parce que deux cars ne pourraient pas se croiser si on faisait une zone de rencontre. Premier point. Mais nous analyserons avec le département ce qu'il préconise pour la sécurité. Deuxièmement, je ne peux pas interdire les camions qui vont à la déchetterie. Ils passent tous les jours.
Non, mais ils peuvent faire le. Je ne peux pas interdire les camions qui sont en transit, qui vont livrer à la cave coopérative, à Naïs et à tout le monde. Et nous recevons régulièrement des demandes de passage, et je ne peux pas m'y opposer. Par contre, je vous rappelle que la D543, si un jour vous voyez passer un convoi exceptionnel, c'est autorisé puisque c'est une voie de délestage. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'autre possibilité, ils peuvent faire passer un convoi exceptionnel devant la mairie pour rejoindre Cadenet ou dans le Saint-Sévère. Voilà les précisions. Okay. Pour l'instant, je ne tiens pas à modifier. On verra avec le projet global quand on le mettra en place. Et si on fait la zone de rencontre, deux cars ne pourront pas se croiser, donc ça me paraît pas possible. Mais on trouvera des solutions. 7e question. Donc, en plus du PDU et du PLUI, on s'est aperçu que le PLH avait été voté récemment par la métropole. Et donc, on voulait savoir pourquoi vous n'avez pas voulu impliquer les élus de la commune dans toutes ces décisions majeures la concernant. Alors, parce que je vous ai déjà... On a déjà parlé plusieurs fois de ce point. Je vous ai dit que dans le cadre de la mise en place du PLUI, nous avions retenu ce que nous avons mis en place pour le PLU en 2016 et que je m'opposais à faire des modifications entre 2016 et aujourd'hui sur les zones qu'on avait définies ensemble après une concertation publique de la population à travers des ateliers. Donc je n'ai rien changé. Les seules choses que nous avons changées, je le répète, c'est des modifications de STECAL, on en a supprimé 2, mais on ne va pas revenir là-dessus, ça fait 4 fois que j'en parle. Et en ce qui concerne le PLH, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'habitat, j'ai repris le contrat de mixité sociale et nous avons rajouté au fur et à mesure les projets qui nous sont arrivés. J'ai rien à cacher, je respecte le règlement qui permet de faire des constructions d'immeubles, de par la loi SRU. J'ai repris les éléments du contrat de mixité sociale, voilà, donc je suis transparent, je n'ai en rien modifié le PLU voté et approuvé par les gens de Rome en 2007. Et je ne voulais surtout pas modifier cela. Voilà, donc les questions, je pense avoir été précis. On va passer donc aux questions de 22h30. Prenez le micro, Emmanuel. Oui, mais bon... Je m'engage que le micro se soit réglé pour septembre. Hein. Voilà. Approche-toi bien du micro. Non, on va m'entendre. Oui. Les questions ont été posées tard, mais... C'est bon, c'est un clin d'œil. Tu sais pourquoi je te fais un clin d'œil? Parce que la dernière fois, vous nous avez fait un clin d'œil. Ouais. Parce que vous nous avez reproché d'avoir envoyé nos convocations alors qu'il y avait un gros week-end. C'est juste un balle au centre. Mais gentiment. On les a rédigés quand même. Oui, mais ça ne me dérange pas. Oui, peu de temps. Ça ne me dérange pas. Et je te... Voilà. Ok, bon, moi je vais commencer par le... ça concerne une réunion qui avait été annoncée les 22 et 23 juin. On l'a retrouvé dans le dernier procès verbal du conseil municipal du 23 mai. Ces réunions étaient avec la commission départementale de préservation des espaces naturels. Le sujet c'était les zones donc STECAL, oui. Et ainsi que l'analyse sur les consommations d'espace du village. Donc est-ce qu'on peut avoir un retour sur ces réunions? Ok, le retour je n'ai pas eu d'officiel parce qu'apparemment il y a eu des reports de réunions du CDP9. Ouais. Parce que aujourd'hui, je cite qu'une commune et il y en aura d'autres. J'ai peur que le PLUI qui a été voté en métropole soit revu et corrigé. Il y a une problématique importante sur la ville de Pertuis. Il y a des problématiques sur d'autres communes. Et de ce fait, si tu veux, les analyses qui étaient prévues pour les STECAL, elles sont un peu reportées. La seule chose qu'on nous a priori, concernant la STECAL de l'étape, ils veulent s'orienter sur une augmentation maximum de 200 mètres carrés de construction nouvelle. Voilà ce qu'on a eu comme information. Mais je n'ai pas un courrier officiel qui me le dit, ça, parce que ce n'est pas validé définitivement. Hein. Donc je reviendrai vers toi le moment donné. Ok. Deuxième question. Allez, vas-y.
Alors, c'est une question qui concerne la communication. La communication est un élément essentiel de la vie quotidienne de tous. Elle permet de transmettre des informations et de créer des liens avec les autres. Une bonne communication prévient les malentendus. Nous souhaitons illustrer ce propos par la déficience manifeste des retransmissions vidéo des séances de conseils municipaux en direct sur les réseaux sociaux. Les administrés se plaignent à chaque retransmission de conseil de la piètre qualité d'image et de son de ces enregistrements effectués avec un simple téléphone portable, manipulé à bout de bras et qui rend inaudibles les interventions des élus minoritaires situés au fond de la salle. Comment notre commune peut-elle se passer depuis juillet 2020, soit depuis 3 ans, de moyens de communication dignes d'une commune de plus de 5000 habitants? Par respect et équité des interventions de tous les membres du conseil municipal, quels sont les moyens que vous comptez mettre en place pour apporter une solution à ce problème? Dans cette même communication, nous souhaitons savoir ce que vous envisagez de faire porter à la connaissance des administrés les éléments du PLUI qui doivent s'appliquer dans quelques mois. À titre d'exemple, Vauvenargues a organisé une réunion publique avec un représentant de la métropole en charge de ce PLUI et Aix-en-Provence en a fait de même. Quant à l'Anglesque, ce PLUI est exposé dans les locaux de la mairie avec des affiches explicatives des grandes lignes de ce document. Quelles sont vos intentions sur l'information et la communication de ces PLUI, ce document engageant l'organisation de la vie de la commune et de ses administrés sur de nombreuses années? Alors, première partie de la question, je reconnais que pour moi, on peut améliorer la chose dans le conseil municipal, mais je pense que ce soir, ça va être complètement audible par les administrés. Parce qu'il y a eu une tenue, il y a eu un respect de la parole des autres, et je pense que ce soir, on va voir une qualité meilleure, même si elle vient de portable. Ce n'était pas une priorité personnelle, on l'intégrera pour 2024 dans le budget. On a déjà des devis, je crois, avec Catherine. En fait, c'était prévu en 2023, j'avais fait chiffrer. On l'a mis dans le budget. Et puis on a dû faire un arbitrage entre matériel des services et un écran interactif avec une caméra et micro qui se seraient déplacés au moment des interventions de chacun. Donc, coût de l'opération, 18 500 €. Et comme on n'avait pas encore terminé la dotation en matériel des services, avec Madame Avier, on a arbitré sur le fait qu'on allait privilégier quand même ce qui est informatique au niveau des écoles et des services, et que voilà, ça nous permettait d'avoir peut-être d'autres devis, mais bon, c'est prévu, on a la conscience aussi et on y travaille. Donc, merci pour la précision. Je précise toutefois qu'il y a des communes qui ne retransmettent pas les conseils municipaux. C'est tout. Moi, je suis transparent, je les transmets. Au moment où on parle, Luc me fait remarquer qu'il y a 6 personnes qui suivent. Je pense que depuis que nous sommes là, sous l'impulsion de Jacques principalement et de Dominique Libagno, vous avez reçu la fenêtre du Foussin aujourd'hui, il y a eu, dans les 3 jours, ça va être distribué dans le village, ça a commencé hier. Donc il y a des quartiers qui l'ont, d'autres qui vont l'avoir. Je pense qu'il y a eu une communication réelle sur les panneaux lumineux, sur Intramuros, sur Facebook, sur le site de la commune, où on s'aperçoit notamment que toutes les questions d'urbanisme sont beaucoup consultées. Voilà. Donc je pense qu'on a fait un gros effort de communication. Il reste à améliorer ce côté matériel pour l'enregistrement du conseil, je le conçois. Dans la deuxième partie de votre question, là je suis un peu surpris, parce que j'ai déjà répondu plusieurs fois, et notamment la dernière fois, que Daniel Greenbaum est en train de préparer les éléments pour l'enquête publique du PLUI. Comme Luc vous a dit, je ne sais pas combien de pages il y a dans le rapport. Donc ce sera prêt pour septembre afin de préparer au mieux la concertation publique. Ensuite, je suis quand même surpris qu'on me mette des photos à la Bex, ils ont affiché le PLUI. Mais à Rome, il est affiché depuis le début. Vous allez au bureau de l'urbanisme et vous avez 4 panneaux lampadaires et vous avez à l'entrée de la mairie les principales lignes du PLUI. Tout ça est à disposition du public. Et Daniel, quand elle reçoit les personnes, il y a des personnes qui sont venues voir. Vous pouvez le consulter également sur Internet. Donc voilà, c'est fait. Pour moi, c'est fait. Dernière question. Paul, on va faire du vélo. C'est le scoop.
C'était pas bon. Là, c'est toi qui poses la question, je n'ai jamais déduit ça. Ouais, c'est pas grave. Les circulations en vélo dans le village sont à privilégier pour ceux qui le peuvent comme une alternative à la voiture, à la fois pour les trajets domicile-village et village intramuros. De façon à inciter à l'utilisation régulière du vélo pour les courses du quotidien dans le village, nous proposons la mise en place de parkings pour 2 roues avec arceau au début du cours Saint-Étienne, permettant d'y attacher et laisser son vélo sans inquiétude. Quelles mesures envisagez-vous pour faciliter l'utilisation de ce mode de transport? Merci. Oh, je suis scotché. Et voilà le 25 en vélo tous les jours. Je suis scotché parce que vous me demandez de mettre quelque chose qui existe déjà depuis au moins 2 ans. À la demande d'un administré, derrière la fontaine principale, vous pouvez venir en vélo et mettre votre vélo en toute sécurité. Donc vous n'avez pas dû le voir, mais ça existe. On a plusieurs demandes. Non mais attends, je complète. Vous en avez également sur le parking de la mairie. Bon, ben là, oui. D'accord? Et nous avons complété à l'esplanade de la Fanée. Je crois que le jour qu'on complète tous les vélos, je fais la photo. Hein. Et il doit en avoir 15 ou 20. D'accord? Donc progressivement, 14. Voilà. Donc je pense que on facilite. Ça a été fait à la demande d'un administré qui vient pratiquement tous les jours. Des Movards. D'accord? Qui fait, tu as combien de distance, Dominique? 1,4 km. Voilà, chaque jour, avec sa femme, il vient des Movards, 1,4 km que multiplie 2, et à sa demande, on a fait mettre il y a 2 ans ou 3 ans, près de la fontaine, et il est tout content. Voilà. Bah, alors pourquoi on nous demande, je sais pas, moi j'ai Mais parce que les gens me demandent, mais ça vérifier, c'est tout. C'est tout. Je te promets, il y est, tu peux aller voir. Hein. Voilà. Alors, nous avons terminé les questions. Je vous demande encore 10 minutes d'information complémentaire. Je vous remercie de nouveau pour la qualité des échanges ce soir. Et j'espère que c'est le point zéro d'une nouvelle ère pour la moitié du mandat qui te reste. C'est quand même plus agréable de respecter, de faire un peu de civisme. Donc, je commence déjà par remercier les personnes qui se sont déplacées hier en dernière minute pour leur présence à la demande donc de l'AMF qui souhaitait que les maires organisent un moment, hein, voilà, bon, on n'était pas nombreux, de 20 ou 30, mais je remercie les personnes qui sont venues. Deuxièmement, quand vous lirez la fenêtre du Foussa, j'avais marqué dans l'édito les recours, point à ce jour. Nous avons eu connaissance de la décision de recours ou non au Conseil d'État du projet 4 2017. La date limite était le 26 ou 27 juin pour déposer. À ce jour, je n'ai pas de nouvelles. Je viens d'avoir une demi-nouvelle à 15h cet après-midi parce que j'ai interrogé le constructeur. Le constructeur a fait faire un courrier par son avocat au Conseil d'État pour savoir si une lettre était arrivée en ce sens. Voilà. Là, il y aura 2 possibilités. Soit le Conseil d'État, s'il y a une lettre, pour rejeter immédiatement la demande sans l'étudier, accompagné d'un chèque de 17 ou 18 000 euros. Bon, est-ce que ça a été fait? Si quelqu'un d'entre nous sait si ça a été fait, je suis preneur de l'information pour les administrés de Rhône qui tous les jours me demandent où on en est, et notamment les commerçants qui ont prévu d'investir dans ce dossier. Donc Jean-François, tu n'as pas de nouvelles? Ok. Vous non plus, on est ensemble? Voilà, donc il va falloir un peu attendre encore. Hein? La métropole, donc le dernier conseil de la semaine dernière, nous a fait voter, c'est la loi, a fait voter le fait que les communes et les commerçants devront payer une redevance pour leurs propres déchets. C'est-à-dire que nous, par exemple, on refait toute la salle du conseil, tout ça, s'il a plu, tout est cassé, on le mène à la déchetterie, on sera facturé. Et les commerçants, pareil. Je n'ai pas les modalités précises parce que les maires n'ont pas été contents du tout qu'on nous impose cela. Hein. Mais voilà, la délibération est passée.
Quatrième point, le recensement. Donc nous aurons le recensement entre le 18 janvier et le 17 février 2024. Nous devons embaucher entre 10 et 14 personnes. Donc si vous avez dans vos connaissances des personnes qui veulent s'investir pour faire le recensement sur Rogne, qui nous fasse un courrier, et après c'est Daniel qui s'occupera de ça, mais on verra ça à partir de septembre, puisqu'on aura les modalités très précises, on n'a eu qu'une vision globale pour l'instant. Donc si dans votre entourage il y a des personnes qui veulent participer au recensement, ce sera du 1er janvier jusqu'au 15 mars, fin mars, quoi, Donc il y aura un contrat, il y aura une redevance qu'on payera à ces nouveaux personnes. En termes d'urbain, j'ai appris que peut-être Cabane a été... Cabane, la propriété de Cabane, il y a quelqu'un qui est intéressé. Bon, ça fait plus d'un an et demi qu'on en parle. Donc je reçois une personne entre le 16 et le 20 juillet. On m'a pris rendez-vous, je ne sais pas plus aujourd'hui. Donc je pense que ça apportera des droits de mutation pour la commune et ils seront les bienvenus, puisque la valeur initiale sur les agents c'était à 4,5 millions. Je ne pense pas qu'ils aient vendu à 4,5 millions parce qu'ils ont eu des difficultés. Deuxième info, urbain. Compte tenu que sur le dernier terrain, Versailles, côté gauche, en dessous des Brumales, il y a une canalisation du canal de Provence, je crois. Il y avait des discussions entre le propriétaire et l'acheteur potentiel qui pouvait être hectare. Ils ont trouvé un accord, donc il va y avoir une modification du permis qui a été octroyé, il va y avoir un nouveau permis déposé. Donc après enquête publique, recours, 3-4 mois, etc. Donc le projet va se faire, mais il est décalé dans le temps. Ensuite, on est régulièrement ennuyé au niveau des chemins ruraux, parce que les particuliers ne débroussaillent pas chez eux et la végétation envahit et réduit le passage, etc. Donc nous allons faire une communication chemin par chemin pour que les administrés fassent le boulot et nous, bien entendu, on complétera. Ensuite, je vais vous donner lecture de la visite de la ministre chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, un courrier qui a été fait le 30 juin et que j'ai reçu aujourd'hui 4 juillet. Donc vous avez la primaire, même mon équipe n'est pas au courant. Donc c'est la ministre, on était une quinzaine de maires, ça s'est passé à la préfecture. Donc elle nous remercie de l'accueil, nanana. Et elle dit que ça lui a permis de saisir l'importance dans votre département de la question des violences faites aux élus et de l'application de la loi dite solidarité et renouvellement urbain. D'accord? Donc 2 domaines bien particuliers. Dans le premier domaine, elle va donner instruction de fermeté au parquet pour renforcer la réponse pénale. Plus des mobilisations accrues des forces de police et de gendarmerie nationale sur le terrain aux côtés des élus. Je ne vous dis pas le nombre d'élus dans la région qui ont eu des problèmes moins graves que le parisien, mais des problèmes importants en termes d'habitation et de voitures brûlées. Ça y est dans le département. Pour votre information, dans les incidents qui ont eu lieu, Port de Boucle, les 3 voitures municipales ont été brûlées. C'est le seul élément qui m'a été communiqué dans les petites communes. Donc ça c'était le premier point, donc elle va désigner quelqu'un qui va nous rencontrer régulièrement pour cette notion de sécurité et également tout ce qui concerne la cyberespace et les réseaux sociaux, tout ça. Voilà. Par contre, donc ça tombe bien puisqu'on en a parlé, en ce qui concerne l'application de la loi dite SRU dans votre département, dont l'objectif est de favoriser la construction de logements sociaux et la mixité sociale, je suis convaincu qu'il est essentiel de prendre en compte les spécificités locales pour une mise en œuvre efficace. Donc, avec Olivier Klein, ministre délégué chargé de la ville et du logement, il travaille à favoriser, lorsque cela est justifié, les modalités d'assouplissement ou d'exception de certaines communes du département de l'application de la loi SRU.
Donc, notamment la faiblesse de la desserte en transport commun, etc., dans les villes de moins de 31 000 habitants, l'isolement et les difficultés d'accès au bassin de vie et d'emploi, etc., etc. À ce sujet, au niveau de la métropole, Rognes fait partie d'une vingtaine de communes pour lesquelles une dérogation a été demandée. Est-ce qu'elle va être acceptée? Je vous en parlerai. Moi, je vous répète, mon souci, c'est pas de faire des logements sociaux, c'est qu'ils ne nous pénalisent plus avec ces 110 ou ces 180 000 euros. Le préfet remercie d'avoir signé le contrat, mais malgré ça, il y a des pénalités. C'est ça qui ne va pas. Parce que les logements sociaux, comme je vous l'ai toujours dit, j'en ferai tant que je serai maire de la commune. Voilà. Après, la nouvelle équipe prendra ses décisions. Voilà. Donc, la mise en œuvre des dispositifs concernant la loi SRU, c'est pour la période 2023-2025 et pourrait permettre d'apporter une partie de la réponse pour certaines communes de votre département. Donc, ça veut dire que la demande de dérogation des 20 communes, la dernière fois, il y en avait eu 3 sur 25, peut-être qu'il y en aura 5 sur 20, j'en sais rien. Hein, c'est l'État qui décidera. Elle rajoute un point. Par ailleurs, je suis consciente des inquiétudes financières, de l'augmentation des factures électriques, la dotation qui stagne, etc., etc. Voilà. Et elle conclut, je tiens à souligner l'importance que j'accorde au mandat de maire et à la proximité avec les administrés. Les communes sont au cœur de notre démocratie et il est essentiel qu'elles disposent des moyens nécessaires pour remplir leur mission. Voilà, vous êtes au courant de cette réunion qui a eu lieu, qui a duré environ 2 heures, 2 heures et demie. C'était très intéressant. Elle a noté toutes les problématiques de chaque commune qui ont été évoquées, mais là on ne va pas en parler parce que ça concerne le Parodien. Alors je termine par vous informer que finalement le tri du courrier au niveau de la poste de Rognes se fera à Venelle à compter de septembre. Ça veut dire que nos facteurs tous les matins iront à Venelle faire le tri des courriers des administrés de Rognes. Nous avons reçu le directeur de la communication et nous avons reçu le syndicat. Voilà. Donc c'est septembre. On en reparlera, je suppose. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que la pluie a fait énormément de bien à la nature, mais elle nous a causé quand même des ennuis, notamment dans les chemins. Dans les bâtiments, il y a quelques bâtiments où il va falloir faire des travaux également. Les chemins, donc, nous avons une facture complémentaire sur la voirie de 84 000 euros, estimée à ce jour. Les chemins qui ont le plus souffert, c'est Valcro, à 2 endroits bien distincts, Saint-Paulin, et nous, on avait prévu, dans le cadre des travaux annuels, la Baume, le chemin des Dunes et Fondeva. Voilà où nous en sommes. Donc, il y a 84 000 euros qu'on a dû arbitrer. On les a arbitrés, c'était plutôt facile, puisque l'enveloppe qui était dédiée à l'avenue de l'Ambès, comme elle ne se fera qu'en 2024, on revotera l'année prochaine une autre enveloppe pour l'avenue de l'Ambès. Hein, voilà. Ensuite, je voulais vous dire également que Marilyn, les professeurs, les parents d'élèves, la société de nettoyage, l'AFR, a lancé la réflexion sur la cour de l'école, encadrée par le CAUE, et que d'autres réunions auront lieu en septembre-octobre. Bon, tout le monde a l'air content que les enfants, les profs, tous ceux qui utilisent, participent à cette définition de projet. Dans le départ de Céline Eline, on en a parlé, recrutement en cours. Je termine pour féliciter les événements qui ont eu lieu. Je m'excuse par avance si j'en ai oublié. La kermesse a été un succès fou. Il n'y avait pas assez de place au parking. Oui. Il y a une maman qui m'a dit « Je ne vous verbalisez pas ce soir, monsieur le maire ». J'ai dit « Je ne vois pas de quoi vous parlez ». Voilà. Mais ça a été un succès fou, donc on a remercié l'ARP, j'ai remercié Marilyn, Madame Stedka, pour l'investissement, pour les professeurs, etc. Vous avez vu mon poste. Je voulais également parler de la soirée de la fête du sport qui a été un petit peu mangée par le meeting d'athlétisme qui a été un beau succès aussi. Donc il faudra, Christophe et Valérie, voir l'année prochaine, parce que l'athlétisme a super bien marché, peut-être un peu au détriment du reste. Mais ça, bon, il faut voir pour l'année prochaine. C'était un beau moment. Donc l'été commence sous de bons auspices. La première soirée comité fête, hier au Carrière, il y avait entre 200 et 250 personnes. Et je passe la parole à Dominique Saldo pour vous donner une information.
Et je vous souhaite dès à présent un bel été. Dominique. Le service culture vous offre sur 3 spectacles à votre choix, 2 places pour tout le festival. Donc vous pouvez retrouver tout le festival sur Intramuros, sur des petits dépliants à l'Office du tourisme, ainsi que sur voilà. Voilà. Par contre, je vous demande de bien vouloir aller vous inscrire et retirer vos billets sur ce que vous aurez choisi à l'Office du tourisme, bien sûr, avant le spectacle. La billetterie est en place maintenant, parce que je suis passé... La billetterie est en place. Et le règlement, je veux dire. Tout est en place et maintenant on peut prendre ses billets sur Internet et payer. Tu peux les prendre chez toi si tu veux. Voilà. Et là, comme c'est des places offertes, oui, vous passez les à places l'Office du offertes, tourisme. vous ne pouvez pas les prendre sur Internet. Il faut aller les chercher à l'Office du tourisme. Merci Dominique, merci à Anne et à Claire et à la petite stagiaire Connard pour l'investissement et les services techniques qui participent à ce. Voilà, bonne soirée, bel été et rendez-vous en septembre. Merci. Bonne soirée.